Cette Subaru ne démarre plus. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Je crois que c'est la batterie. Mais pas de panique, car je sais exactement où commander cette pièce. Sur Autodoc. Auto quoi? Autodoc. Et oui, comme vous l'aurez compris, cette vidéo elle est sponsorisée par Autodoc.fr. Alors j'ai dit .fr, mais en fait ils sont présents dans 27 pays, donc globalement ça aurait été point ce que vous voulez. Vous avez vraiment aucune excuse pour pas commander sur Autodoc.fr. Autodoc. Et oui, parce qu'Autodoc c'est 5,8 millions de références et 1400 marques sur leur site. Donc moi je vais aller trouver ma batterie tout simplement. Et oui, parce que j'ai cru dire sur internet que quand tu ne sais pas ce qu'a ta voiture et que tu suspectes une panne, et bien même si on dirait que c'est ton faisceau par exemple, ou bien la rouille perforante, ou bien le pare-choc avant brisé, le pare-choc arrière, ou même que tu n'as pas la carte grise de la voiture parce que c'est même pas la tienne, et bien souvent c'est la batterie en fait. Alors si vous aussi vous avez un problème de batterie ou d'autres choses, parce qu'Autodoc ils font plein d'autres trucs comme je vous l'ai déjà dit, des balais d'essuie-glace, de l'huile moteur, des plaquettes de frein, même les disques, et puis il y a du plus pointu, j'imagine qu'ils ont des vis. Quoi qu'il en soit, le petit tip que je peux vous donner, c'est que sur l'application Autodoc que vous devrez télécharger, puisque le lien est en description, puisque c'est toujours plus intéressant sur l'application que sur le site internet Autodoc. Et oui, puisque vous avez des offres spéciales, et en plus, je vous octroie une promotion supplémentaire avec le code promo Chantal. Donc c'est simple, vous faites comme moi, vous passez votre commande de batterie, comme ça, et puis vous tapez le code promo Chantal, et puis vous avez une réduction sur votre commande. Hop là, ah oui, la peine commandée déjà livrée. Oui, parce que je me change quand je fais de la mécanique pour pas me tâcher. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout parce que c'est tourné un autre jour. Et puis de toute façon, si c'était tourné un autre jour, ce serait tourné à peine 2 jours après, puisque c'est livré très vite chez Autodoc, donc... Heureusement, sur Autodoc, il y a des tutos si vous avez besoin d'aide. Et voilà. Allez, là normalement, ça devrait marcher. Moi qui pensais que tous les gens sur internet étaient mécaniciens professionnels. Quelle déception. Mais c'est pas grave, parce que sur l'application Autodoc, je vais pouvoir aller chercher les nouvelles pièces que je vais essayer de changer. Ouais, tu t'emmerdes, c'est pas ta caisse? Ah oui, t'as raison, putain, à chaque fois j'oublie, je le viens. Mais calme-toi, dis donc. C'est une Skoda que j'ai là. 245 chevaux dans un 4 cylindres 2 litres, effectivement, qui paraît pas fou sur le papier, mais qui est, vous allez voir, vraiment pas si mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de enquête, 2 mots séparés, enquête. Enquête de la voiture parfaite, toujours. Et aujourd'hui, on essaye une voiture un peu inattendue et qui est surtout très sous-cotée. Vraiment, elle mérite d'être mise en avant et qu'on la comprenne un petit peu mieux. Parce que globalement, son problème, c'est qu'on s'y intéresse pas à cette bagnole. Donc forcément, on la connaît pas. Et ben, c'est ce que je vais essayer de rétablir aujourd'hui avec cette Skoda Octavia RS de 2019, prêtée par Auto Premium Chantilly. Un grand merci à eux, n'hésitez pas à les soutenir sur Instagram. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram aussi si ça vous intéresse. Je vais remettre du contenu, promis, ça arrive. Vraiment, n'hésitez pas. Bon, ça va, je vous vois déjà venir en commentaire, les pros marques allemandes, Volkswagen, BMW, Mercedes et tout ça, qui vont me demander globalement, c'est quoi la différence entre cette poubelle, qui possède aussi un capot, 4 roues, des poignées et la même couleur, que cette Octavia RS. Rassurez-vous, il y en a vraiment beaucoup des différences, pas des points communs. Et je ne fais pas la comparaison avec les pros Volkswagen en premier pour rien. Parce que finalement, vous allez voir dans cet essai, c'est vraiment rien d'autre qu'une Golf GTI, mais format berline et avec un autre blason. Mais d'abord, il faut que je vous parle de 2-3 petites choses. Et je vais essayer de la faire de la façon la plus concise. En fait, avec cette voiture, on se retrouve avec le même souci qu'avec le Zafira. C'est que c'est des voitures qui sont très intéressantes parce que finalement, c'est quand même des voitures très chouettes qu'il faudrait amener à faire connaître. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, bon, elles n'ont pas forcément un historique fou. C'est pas l'emblème de la passion auto, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est quand même très chouette. On va le voir, tout n'est pas très chouette. Notamment cette couleur. Bon, bref. Pourquoi une marque comme Skoda en arrive à faire des trucs badgés RS? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh bien, c'est pas tant des conneries que ça quand on sait que dans l'histoire de Skoda, eh bien, il y a par exemple, à l'origine, beaucoup plus de compétitions sportives que Volkswagen, par exemple. Et oui,
oui, parce qu'en fait, dès le début, dès 1901, eux, ils faisaient des motos pour faire des courses de côte. Enfin, pas que, hein, ils voulaient les vendre aussi, les motos. Mais ils faisaient des courses de côte à côté. Dès le début. Jusqu'en 1939, ils faisaient de la course de moto. Tout comme par exemple en 1936 où ils gagnent, ils sont sur le podium à la 2e place du rallye de Monte Carlo avec leur merveilleuse Skoda Popular. Popular parce qu'ils voulaient en vendre, j'imagine. Bon, pendant la guerre, ils fournissent l'effort de guerre comme à peu près toutes les usines de motos et d'autos de ces époques-là et de ces endroits-là de la planète, le monde, guerre mondiale quoi. Et puis du coup on se retrouve après-guerre où finalement ça leur a apporté pas mal de savoir-faire en termes de motorisation et de conception de véhicules, plus largement que simplement la moto. Et on se retrouve donc après la guerre, en République tchèque, Tchéquie, tout ça, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, merde. En tout cas, c'était un régime communiste. Bon, étant sous un régime communiste, mine de rien, ils ont plus beaucoup de budget. Donc, on arrête de jouer, on bricole. Et ils bricolent la 130 RS. Qui va finalement assez rapidement s'illustrer en rallye puisqu'ils vont énormément gagner grâce à ce qu'ils appelaient et ce qu'on appelait en Europe la Porsche de l'Est. Et oui, la Porsche de l'Est, pourquoi? Parce que moteur arrière, propulsion, 130 chevaux, ça driftait comme jamais. Donc pour se placer et être en bonne position dans un rallye, c'est plutôt pas mal. Pas besoin de trop ralentir dans les virages puisque tu arrives à te jeter dedans. Et puis c'est comme ça qu'ils se sont un petit peu illustrés, un petit peu beaucoup même, puisqu'ils ont gagné. Ils gagnent notamment les fameux rallyes de l'Acropole, le Monte Carlo. Je sais pas si vous l'avez, il y a une alarme depuis environ 1h30. Et du coup, désolé. Il y a un moment, il faut l'arrêter quand même, parce que soit un bâtiment prend feu, il faut sauver des gens, soit stop quoi. Et un nouveau bond dans le temps, on se retrouve en 89, enfin 90 plus exactement, juste après la chute du mur de Berlin. Et puis il décide de s'engager en WRC. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de pont. Il n'y a même plus de mur, WRC. Et donc on se retrouve avec une Octavia possédant un aileron digne d'une table de pique-nique, ainsi que 4 roues motrices et de la turbalisation au maximum. C'est ce qu'il fallait en WRC et ça marchait plutôt pas trop mal. Et le problème, c'est que cette petite Octavia, elle avait le cœur, mais pas les jambes. Forcément, il y a une progression dans le rallye. On y travaille, on rend plus abouti ces modèles et on essaie d'être compétitif. Seulement quand on arrive enfin à être un petit peu compétitif, on est dans les années 2000 et puis il y a Sébastien Loeb et sa Xara WRC qui arrivent. Si vous n'avez pas compris, Sébastien Loeb il a tout pris et la Xara WRC aussi. Quand t'arrivais au rallye, franchement l'ambiance elle devait pas être chouette. Parce qu'en fait tu te battais même plus pour la première place, quoi qu'il arrive tu te battais au maximum pour la 2e place. Et puis malheureusement elle était agile, mais quand même un petit peu trop lourde. Et du coup, finalement, une assez grosse déception pour Skoda. Mais après avoir un petit peu persévéré et vu que de toute façon, ils ne pouvaient pas y faire grand-chose, ils ont opté pour une stratégie très maligne puisqu'ils ont décidé de passer sous la catégorie un petit peu en dessous du WRC. Et oui, ils sont passés dans la catégorie à l'époque S2000, puis R5 et puis WRC2. Ça, c'est dans l'ordre historique. Et là-dedans, ils ont tout raflé. Ils ont pris une Fabia et puis ils y ont foutu globalement tout leur talent. Et là, effectivement, ils se sont illustrés puisqu'ils ont gagné énormément de choses. Genre 3 titres de WRC2, genre une dizaine de titres nationaux. C'est pas dégueulasse. Il leur en reste sous le pied. Skoda et le rallye, c'est pas fini. À tel point que la Fabia devient une référence quand tu veux faire du rallye client notamment. Alors c'est comme en course en règle générale sur circuit, tu peux très bien être une personne qui a un petit peu d'argent, qui veut se faire plaisir et souvent tu as des packages tout compris et puis on te donne une bagnole, une équipe et puis tu vas rouler. Lance Roll si tu nous regardes. Bon, quoi qu'il en soit, à des budgets plus restreints, il y a le rallye et la Fabia, elle tue tout. Il n'y a pas une référence au-dessus dans toutes ces catégories-là. Et c'est grâce à ça qu'on en vient à comprendre pourquoi, sur cette Octavia, on a ce badge RS. Finalement, il faut la voir comme la voiture que ton papa ne sait pas encore qu'il veut acheter. Là, on a la version berline, mais elle existe aussi en version combi, donc break. Globalement, vous allez voir qu'elle n'a pas grand-chose à envier à des RS4 et autres équivalents. Enfin, sur le papier. C'est pour ça qu'on a ça aujourd'hui, parce que c'est trop méconnu et trop sous-coté. Et puisque vous n'êtes pas sans savoir que Skoda appartient au groupe Volkswagen, qui du coup a racheté Skoda en 1991, dans les années 2000,
pour célébrer et s'appuyer sur l'image de marque que pouvait véhiculer le WRC, eh bien, ils ont sorti l'Octavia RS Rally Sport parce qu'ils venaient d'engager l'Octavia en rallye, en WRC. Bon, globalement, hein, on est chez Volkswagen, vous commencez à connaître la routine, hein, on aime bien rentabiliser les gammes, on aime bien rentabiliser les plateformes, et donc on prend la plateforme de l'Audi A4, de la Golf, qui est la même que beaucoup d'autres voitures du groupe, et puis on en fait... ça, va pas celle-là, mais l'Octavia quoi. Mais l'Octavia ne s'arrête pas là, puisqu'on a ensuite une Mark II. Bon, la phase 2, hein, c'est globalement une évolution à l'époque de la Golf 5. Ils reprennent la même plateforme, le même moteur, et puis on y va quoi. Hein. Et puis on arrive à la phase 3, celle-ci. Et il y a une phase 4 qui est juste après celle-ci. Celle-ci, c'est un modèle de 2019, fin 2019, tout début 2020, sur la plateforme de la Golf, avec précisément le moteur de la Golf GTI, le 2 litres TSI. Donc, comme à l'époque, la 130 RS qui s'appelait 130 parce que 130 chevaux, eh bien celle-ci s'appelle l'Octavia RS 245. Pourquoi? Parce que 245 chevaux. C'est logique. L'extérieur, je crois qu'on n'a pas vraiment nécessairement besoin de faire le tour. On voit tous à quoi ça ressemble. C'est un petit peu discret. Là, ils y ont rajouté une couleur que j'affectionne particulièrement, comme vous avez pu le constater pendant l'intro. Le gris nardo, où je l'ai renommé plutôt gris poubelle, personnellement. Ah, je sais dans les commentaires que vous allez avoir votre avis. Hein. N'hésitez pas à le laisser d'ailleurs, hein, histoire que j'en ai vraiment bien rien à foutre. Let's go. Bon, des freins de Golf. Ils sont pas en rouge ceux-là, c'est sport je crois. Attention aux coques de rétro noir, calandre noir, béquet noir. Et là le béquet, c'est pas juste une petite lame collée sur la malle de coffre. C'est un vrai petit aileron. Ouais, je trouve ça sympa, ça j'aime bien, ça me plaît. Puis les deux échappements, un peu chromés, un peu retravaillés par rapport à la face d'avant. C'est mignon, moi j'aime bien. Ah puis l'intérieur, c'est pas mieux hein. Enfin si, allez, je suis méchant. Avec les sièges tissu Alcantara. Parce que de toute façon, c'était soit tissu Alcantara, soit cuir Alcantara. Sauf que l'option est à 2400 balles. Et à ce prix-là, c'est un pourcentage non négligeable du prix global de la bagnole. Bon, petite finition RS sur le volant, petite finition RS sur le pommeau. Bon, voilà, c'est écrit sur l'entrée de porte. Enfin, là, on est sur des basiques. Un petit peu de plastique carbone dans les ports. Les sièges baquets qui tiennent un petit peu quand même, avec le blason aussi ici. Mais à l'arrière aussi. Ça, ils aiment bien dans les slippers, parce que ça, c'est un peu une espèce de slipper quand même. J'aurais fait 2 slippers d'affilée sur la chaîne. Et je crois que ça, j'aime bien, vraiment. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, les slippers. J'ai quand même 2 trucs à vous dire que j'ai pas l'habitude de review dans les essais, en général. Parce que globalement, on s'en branle pour vous dire à quel point il n'y a rien à dire. Hein. Voici la banquette arrière. Cependant, ce qui est intéressant à savoir sur cette banquette arrière, c'est qu'elle détient le record dans cette gamme de voitures, hein, comme celle qui a le plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Ce qui est objectivement un super atout de qualité pour une berline. Et parce que c'est pareil pour le break. Hein. Franchement, l'argument d'être la voiture qui a le plus de place à l'arrière, c'est un plutôt bon argument. Et j'ajouterai qu'elle a un deuxième record, puisqu'elle est aussi de sa catégorie, celle qui a le plus grand coffre. Et oui, je vais vraiment, pour la première fois de ma vie, vous parler du volume de coffre de la bagnole. Mon daron, il serait absolument fan parce que c'est pas une malle, c'est un haillon. Et ça se fait rare parce que le chargement dans une malle, c'est de la merde. Et là, on a un putain de haillon avec 600 litres de putain de coffre dans une berline. Et c'est encore plus, c'est 660 dans le break. Et je trouve, encore une fois, que pour une voiture de tous les jours, même s'il y a un peu de chevaux sous le capot, c'est un vrai argument. Désolé, c'est un argument qui fait bander les papas. Je me rends compte en la disant que cette phrase est vraiment, vraiment bizarre. Et je viens aussi de me rendre compte que ça, c'est extrêmement pratique. Hein. C'est pas beau, mais c'est pratique. Oh. L'aileron, il est là. Il restera pas là longtemps. Donc, regardez-le bien, profitez-en, parce qu'il est... Au moins, il est là. Ouais, si ça coûte pas cher, on sait pourquoi. Je vous le dirai après. Ah non, c'est pour le watch time. Hein. Le prix, ce sera après. Oui. Attention, on écoute le monstre. Oui, bon, hein. C'est un 4 cylindres de 2 litres. C'est pas non plus... Bon, après, on a connu des 4 cylindres de 2 litres qui font plus de bruit. Genre ça. Il y a même des 3 cylindres qui font plus de bruit. Eh bien ça y est, on y est, on roule, on découvre la boîte automatique en DSG7 hein, qui est très bien. Voilà, nous avons la possibilité d'avoir cette voiture en boîte manuelle. Moi, je pense pas que ce soit le plus intéressant de la prendre en boîte méca, pour être honnête, même si c'est censé être un peu sportif et tout. Bon, la réalité, c'est que ça ne l'est pas, hein, on le sait. Le terme dynamique serait plus approprié que sportif, parce qu'il faut pas non plus exagérer, ça reste une berline. L'objectif, c'est quand même d'être un peu confort. Et ça l'est, pour l'instant, assez impressionné. C'est plutôt confortable. Alors,
j'ai un problème, hein. Ça vient de me foutre un doute là sur l'axelle, elle est en essence, hein. Quoi, j'ai l'impression que c'est une TDI. What the fuck? Avec les normes de pollution, ils ont dû mettre 839 FAP et autres catalyseurs qui font que vraiment là, ça sonne comme un TDI. Skoda là, non, bah quand même. En plus, normalement, sur cette version, vous avez revu un intermédiaire et les deux sorties. Alors je sais pas pourquoi, parce que là je vois pas l'intérêt. Alors je vais tout de suite vous parler de ce qui me marque, hein, à savoir ce son inexistant de moteur, auquel ils ont essayé de pallier. Alors là vous ne l'entendez pas, pour une simple et bonne raison, c'est que, et ça c'est un argument qui me plaît, beaucoup de constructeurs s'amusent à mettre des faux sons de leur moteur qui sortent par les enceintes. C'est souvent plutôt pas mal fait, même si parfois c'est horrible. Et là, du coup, ils l'ont fait, mais c'est désactivable. Alors que très souvent, vu que c'est sur des marques premium, et donc que c'est un petit peu la chouma de mettre un faux son dans des enceintes d'une voiture qui vaut une fortune, eh bien ils décident de ne pas mettre l'option de désactivation pour dire non mais il n'y en a pas, non mais c'est vraiment le son de l'échappement, hein. Croyez pas que... Hein, comme ça, il est plus dur de prouver que c'est vraiment un faux son. Bon, bah là, ils ont assumé entièrement. Hein. Il y a la possibilité de désactiver ce son, ce qui est une très bonne chose. Ce qui va parfaitement dans le sens de ce que je pense que va être cette voiture, c'est-à-dire, enfin, une bagnole qui vaut son prix. Eh oui, parce que très souvent, on se plaint que c'est trop cher et que ça vaut pas le prix que ça coûte. Et on a très souvent raison. Et puis, l'autre partie du temps, on la passe à se dire que wow, ça vaut vachement le coup par rapport à ce que ça te donne et donc c'est une bonne affaire. Mais une voiture qui vaut précisément son prix, eh ben j'en ai pas croisé beaucoup. Excusez-moi, je découvre les menus qui sont globalement plutôt intuitifs, ça c'est super, mais je suis en train de chercher si celle-ci possède les suspensions pilotées. Mais je ne crois pas. Suspension pilotée qui était en option. Du coup, cette option était aux alentours des 1500 €. Et donc finalement, pour une voiture qui est dans cette gamme, prendre des suspensions pilotées, je vois pas bien l'intérêt. L'objectif, c'est globalement d'avoir des chevaux, et de ne pas les avoir payés trop cher. Alors que dire de cette Octavia RS? Parce que bon, niveau finition, c'est ok. Ton parrain, celui qui est alcoolisé à 14h30 là, il dirait ah oui, c'est la sous-marque de Volkswagen. Alors, on n'en est plus là. Vraiment, on est quand même sur un vrai cran au-dessus. Mais effectivement, c'est l'entrée de gamme du groupe Volkswagen. Et du coup, bah, globalement, aucune surprise. Hein. C'est austère si on enlève les surpiqûres rouges. On n'a pas de cuir sur le tableau de bord, mais c'est normal. Mais on a quand même le volant en cuir, surpiqué aussi. On a 2-3 finitions cuir, quoi qu'il arrive. Bon, pourquoi pas. Bon bah effectivement, l'infotainment, c'est le Volkswagen basique, quoi. Hein, celui où tu passes plus de temps à nettoyer tes traces de doigts qu'à chercher ton itinéraire, quoi. Mais let's go, tactile et ok. Puis il y a l'Apple CarPlay. Et ce pourquoi je disais que Skoda commence à rentrer quand même un petit peu dans le plus premium, pas dans le premium, hein, mais dans le plus premium, on a une vraie avancée, c'est dans tous ces petits aspects-là. Et par exemple, on retrouve évidemment les compteurs intégralement digitaux, on retrouve surtout des très belles vues de ta voiture qui sont des choses qu'on a plutôt l'impression de voir dans des berlines un peu plus haut de gamme. Des belles animations au démarrage, à la coupure. On essaie de flatter un petit peu plus le client et je trouve que c'est une attention plutôt intéressante pour une marque qui n'est pas vraiment censée flatter leurs clients. On sait qu'ils viennent acheter les voitures parce qu'elles sont un peu moins chères. Normalement, il n'y a pas besoin. Et ben ils le font quand même et ça, je trouve ça plutôt cool. Ça marche. Effectivement, sous le capot, on se retrouve donc avec le 2 litres TSI de la Golf GTI. C'est précisément le même. C'est assez rare que dans un même groupe, tu n'y hiérarchises pas ta gamme. Souvent, quand tu as une voiture qui est un peu plus réputée pour être sportive, genre la Golf GTI, bon bah tu lui laisses un peu plus de chevaux par exemple. Souvent c'est artificiel, hein, c'est juste fait à base d'une petite reprogrammation moteur. Voilà, t'as 260 chevaux sur la Golf, et puis sur l'Octavia, t'as 245. Bah là non, c'est vraiment le même moteur. Et puis alors le même nombre de chevaux au cheval près, hein. Il y a 245 chevaux sur la Golf GTI, 245 chevaux ici. Si vous en avez ras le cul des gens qui roulent en Golf GTI et du coup que c'est pas très original, ça c'est factuel hein, malheureusement, eh bien vous avez cette option. Et c'est ça que je trouve plutôt cool. En fait, la Skoda Octavia RS, il faut la voir un petit peu comme une Golf GTI que tu aurais acheté sur Vinted, quoi. Oui, c'est exactement ça. Parce que sur Vinted, bah, tu trouves des produits un peu originaux que tout le monde porte pas, moins cher, mais tout aussi stylés. Il faut y avoir un Vinted de la voiture. Eh oui, ça s'appelle le Bon Coin, ou la centrale, ou le parking. Alors, évidemment, les bonnes vieilles habitudes.
Burger King, le roi du burger, quoi. Ça me permet de vous parler d'une chose dont je pensais pas vous parler, tout comme le coffre, en fait. C'est beaucoup de surprises. Hein. Là, vous avez le droit de le dire. Hein. Là, je suis turbo ou automoto. Hein. Tout comme je le dis dans l'essai de la Ferrari, hein. Cette comparaison me gêne absolument pas. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, ils ont fait un petit peu comme beaucoup de voitures qui sont vraiment à destination de Monsieur Tout-le-Monde. Tu as la démultiplication de la direction qui change en fonction de ta vitesse. À savoir que pendant du coup les stationnements et les très basses vitesses, eh bien tu as une démultiplication supérieure, ce qui te fait faire moins de tours pour être plus efficace en ville. Et quand tu es à haute vitesse, eh bien ça te permet de ne pas, en faisant juste un tout petit tour de volant, te foutre dans un platane. Faut s'y habituer. Moi j'aime pas trop, mais objectivement je pense que c'est pas trop mal. Puis je reviens quoi. I got the sport mode. Il n'y a pas tant de roulis que ça, hein, même si franchement c'est confort, aussi bien en termes de suspension qu'en termes d'assises, etc. Et ben ça tient quand même la route. Bon bah évidemment ça s'ouvre, hein, ça il n'y a pas de sujet, hein, c'est une traction, bon, bah, ça s'ouvre comme jaja, hein, comme on dit. On appuie un peu. Ah, ça va. C'est un châssis de Golf, hein, finalement, donc c'est ok. Oh, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, parce que moi, les gens qui se filment en mode Golf, c'est un châssis de fou. Bon, voilà. Hein, c'est bien une Golf GTI, hein, attention. Mais voilà, on n'est pas sur un châssis de Mégane RS, hein, on peut dire ce qu'on veut. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de poids, parce qu'à peine 1410 kg, et oui, et 1460 pour le break, et bah putain de merde, 245 bourrins, ça marche plutôt pas mal. Franchement, bah, il n'y a pas à rougir. Je trouve ça plutôt bien. Sur freinage, ça freine, hein, c'est bien. Cependant, puisqu'elle ne pèse rien, eh bien ça freine fort. Putain de merde, vraiment. Des freins de route, hein, donc ça n'a pas une endurance sportive, mais encore un très bon point marqué. Et oui, puisque quand il n'y a pas d'équipement, bah il n'y a pas de poids. Il y en a là-dedans. Eh, regardez, on est en tournage et Pierre il a envie de faire caca. Trop marrant. Donc là on est clairement sur une urgence du côlon quoi. Bah ça m'arrive pas souvent c'est vrai, mais là je crois qu'il faut que j'aille chier. Mais de façon immédiate quoi. Plus près non encore? Là je peux être plus près là. Ah là, là. Ok. Là sur tes yeux là. Top. RP Baqueux. Mode Baqueux prêt à intercepter des contrevenants. Des contrevenants maintenant? Il y a des contrevenants? Hop là, messieurs les contrevenants. Attention, messieurs les contrevenants, je suis de la BAC. En vrai, on le sait, hein, l'Octavia, c'est clairement une voiture de Baqueux. Hein, mais je me demande pourquoi. Le prix, très probablement les budgets, j'imagine. En vrai, ça doit être une des vraies raisons. Et puis, mine de rien, je suis sûr que l'argument de la place, de l'habitabilité, il est là. Hein, parce qu'on le sait, hein, on l'a tous vu, cette Octavia avec 4 espèces d'armoires normandes à l'intérieur, prêtes, je sais pas, à t'aider à faire ton déménagement, j'imagine, j'en sais rien. Mais par contre, tout ce que tu sais, c'est que t'as pas envie d'être interpellé. Eh bien, instant anecdote, sachez que pendant une vidéo qui n'est d'ailleurs même plus sur la chaîne Villebrequin, on l'avait très vite enlevée puisque finalement c'était pas si bien, eh bien on s'était fait arrêter par la BAC parce que on avait laissé les scotch sur les plaques d'immatriculation de la voiture. On avait oublié, on était parti bouffer. Je me demande si c'était pas une Skoda Fabia qu'ils avaient. Alors c'était pas l'Octavia du coup. Je me rappelle qu'ils nous ont fait nous arrêter. Petit gyro, j'ai été bras dans le dos contre le capot de cette merveilleuse Passat qu'on essayait pour cette vidéo. C'était un beau moment en tout cas. Comme vous le savez, ici, on dit toujours ce qu'on pense. J'en attendais rien de cette voiture, mais je savais que je devais l'essayer pour vous parler du côté rallye de chez Skoda, le rallye qui est de loin ce qui me fait le plus vibrer dans le sport auto. Mais cette Octavia, eh ben, elle est bien. Je suis ni déçu, ni surpris. Cette Octavia excelle dans rien. Elle n'est pas extrêmement confortable, pas extrêmement belle, pas extrêmement performante. Bref, elle fait tout moyennement. Mais là où être moyen partout ne serait normalement pas un atout, eh bien pour cette Octavia RS, c'en est un. Je m'attendais à ce qu'elle marche moins fort, je m'attendais à ce qu'elle soit moins belle en vrai, je m'attendais à ce qu'elle soit moins confortable. Et du coup, ben, je suis conquis. La leçon à en tirer, c'est que Skoda a su cerner précisément la cible qu'il visait. Eh ben oui, parce qu'être moyen partout dans cette cible, ça t'apporte la moyenne quand même. Alors que là où tu aurais pu prendre des risques, et là où tu te serais sûrement trompé, tu n'aurais peut-être même pas eu la moyenne. Eh bien là, c'est vraiment une réussite.
Eh bien nous arrivons au moment où nous allons parler économie et budget. Déjà, cette voiture consomme finalement pas tant que ça. Alors tout à l'heure vous avez dû voir un chiffre sur le compteur de 10 litres et quelques, mais c'est normal, je n'avais pas reset le calculateur. Et du coup vu que c'est une voiture qui est dans un showroom, elle ne fait que démarrer pour bouger d'une place à une autre dans le showroom. Du coup elle consomme énormément. Mais quoi qu'il en soit, effectivement cette voiture elle est plutôt aux alentours des 8-9 litres au 100 et dès qu'on commence à taper un peu dedans évidemment on dépasse les 10. Mais c'est plutôt raisonnable pour 245 chevaux. Donc les économies sont là. Mais j'ai une anecdote que je trouve plutôt chouette, qui va peut-être dans le sens des économies, mais j'en reparlerai. J'ai surtout ici un merveilleux vestige de l'époque rallye de Skoda, puisque j'ai juste ici un frein à main. Mais un frein à main, qui est, pour ne pas dire plus jamais là, pas vraiment d'actualité. Ça n'existe plus. Sauf sur les voitures de rallye. Bon, c'est des freins à main hydrauliques, mais là, il y a un bon vieux câble, ça marche très bien. Et même sur une boîte auto, il est utile. Il vous suffit de vous mettre en neutre, comme ça, roue libre, on ne force pas sur la boîte, on arrive tranquillement, et petit frein à main. Voilà. Et si effectivement il reste comme vestige ce frein à main du rallye, enfin, moi je vais dire que c'est ça, c'est un plus beau leurre pour la marque Skoda, mais je pense que la réalité est plus pragmatique. Je pense que c'est des économies, tout simplement, puisque avec tous les systèmes auto-hold électroniques de frein à main actuels, ça coûte beaucoup plus cher qu'un câble, en fait, tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a ce vestige, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on a par exemple à la place de l'ancien barillet, là où tu mettais ta clé normale, finalement, le bouton de démarrage. Je suis certain que c'était juste pour boucher le trou et qu'ils ont gardé du coup la colonne de direction des générations précédentes pour faire des économies d'échelle. Et en fait, dans cette voiture, c'est symptomatique de retrouver toutes ces petites choses-là, mais pour une fois, on peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que les économies qu'ils ont faites, pour une fois, on les retrouve dans le tarif d'achat. À savoir que là, sur le marché d'occasion, celle-ci, vous pouvez la trouver à 27 000 € alors qu'elle a 50 000 km. Donc ça, c'est très chouette, mais même sur le marché du neuf. Alors maintenant, on a l'hybride, puis on a les malus. D'ailleurs, on a quand même le malus sur l'occasion, qui est réduit de 35% de mémoire, un truc comme ça. Donc on tombe à 2 000 € de malus. Et là, sur une version neuve, on est à 45 000 € neuf, avec 3 000 €, presque 4 de malus. Ça commence à faire cher, mais c'est globalement un tout petit peu en dessous d'une Golf GTI en fait. Et puis sur le marché de l'occasion, ça décote un petit peu plus qu'une Golf GTI. Donc en fait, tu as une Golf GTI avec une gueule différente, mais exactement tout le reste. Et en fait, en vrai, un peu en mieux, puisque tu as plus de place que dans la Golf GTI. Les finitions, un tout petit peu en dessous, ça c'est vrai. Mais je suis pas certain que les quelques milliers d'euros qui les séparent justifient vraiment quelques finitions. Parce qu'en vrai, elles sont quand même OK pour ce que tu payes. Donc vraiment, ma conclusion, c'est que cette voiture, c'est plutôt une voiture qui est bien. Alors oui, c'est pas très bien, c'est pas assez bien non plus, mais c'est bien, voilà. Donc voici mes notes. Et forcément, évidemment qu'à la moyenne, c'est un peu aseptisé tout ça, enfin oui, évidemment. Mais vraiment, je suis étonné. Il y avait un trou. Quoi qu'il en soit, je vais repartir heureux en me disant que ce petit frein à main me permettra de mieux me placer dans les spéciales de rallye que je ferai peut-être un jour avec pas cette Skoda, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, si vous êtes propriétaire de Skoda ou futur propriétaire de Skoda, ne laissez plus jamais personne se moquer de votre Fabia ou Octavia. Demandez-lui plutôt, lui, combien il a de titres de champion du monde de rallye. C'est pas vous qui l'avez non plus, c'est la marque de la voiture quoi, mais c'est bien en vrai, c'est un peu cool je trouve. Ça, c'est nul. Vraiment, ça, je suis d'accord, c'est nul à chier. Vraiment, faut faire une ligne, là. C'est un peu marrant. Oh merde. Dis donc, non, mais on a l'équipe qu'on mérite, vraiment. T'as l'autre, il clappe derrière la cam, et l'autre, elle loupe ses mains, carrément, pour faire le clap. Putain.